qui t'a laissé entrer ?» La voix aiguë et stridente de la femme explosa dans la pièce juste au moment où la petite main de Cyprien 7 ans se posait sur la poignée de la porte. La lourde porte en acajou n'était qu'à moitié ouverte. Les bureaux du siège social étaient bien chauffés et pourtant l'air sembla geler instantanément. Sur le vaste canapé en cuir de l'espace lounge de la direction, la chemise de ville d'un homme était lourdement froissée. Sa cravate pendait lâchement autour de son cou. Il tirait frénétiquement sur sa veste de costume. Les talons aiguilles de créateur de la femme étaient renversés sur l'épais tapis, sa jupe crayon remontait sur ses cuisses, et son rouge à lèvres légèrement bavé. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard était rempli de la panique absolue d'avoir été prise en flagrant délit. Cyprien se tenait pétrifié dans l'encadrement de la porte, serrant une feuille de dessin contre sa poitrine. Il n'avait que 7 ans. Il portait son petit sac à dos, la veste de son uniforme d'une prestigieuse école privée parisienne, zippée jusqu'au menton, et sa frange était légèrement ébouriffée par le vent glacial de Paris. Quelques minutes plus tôt, en bas dans le hall, il trottinait vers la réception excité, disant à l'hôtesse « Je cherche mon papa, je veux lui faire une surprise. » La réceptionniste le connaissait. Elle ne l'avait même pas arrêté souriant, simplement en disant « Monsieur de Lussac est dans son bureau. Monte, mon chéri. » Il était déjà venu plusieurs fois. Il savait comment appuyer sur le bouton de l'ascenseur de la direction et il savait que les immenses doubles portes tout au bout du couloir du dernier étage appartenaient à son père. Il serrait son dessin si fort que les coins du papier rebiquaient. C'était un dessin de 3 personnes, papa, maman et lui. À côté d'eux, écrit avec des lettres tremblantes au crayon de couleur, il y avait une phrase « Une famille reste ensemble pour toujours ». Cyprien ouvrit la bouche et appela doucement « Papa ». Sa voix était fluette, la fin du mot tremblant légèrement. Le visage de Gauthier de Lussac changea instantanément. Sa première réaction ne fut pas de marcher vers son enfant. Au lieu de cela, ce fut un mouvement subconscient pour protéger Bérénice derrière lui, attrapant un plaid en cachemire sur le canapé pour couvrir ses jambes. Sa voix était tendue. « Cyprien sort d'abord, va dans le couloir ». Cyprien ne bougea pas. Il ne pouvait pas comprendre l'atmosphère poisseuse et misérable entre les deux adultes, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas du tout. Toute la couleur quitta son petit visage. Ses doigts se crispèrent inconsciemment sur les bords de son dessin. « Papa, c'est qui cette dame ?» Avec cette question, le bureau devint encore plus silencieux. Bérénice Villeroy avait déjà réajusté sa jupe et s'était levée, glissant ses pieds dans ses escarpins. Elle était l'assistante de direction de Gauthier. Normalement, elle se promenait dans les étages de l'entreprise avec un maquillage impeccable parlant d'une voix douce et professionnelle. En cet instant, cependant, elle ressemblait à un chat dont on aurait marché sur la queue. Son visage était tendu. Elle fixait l'enfant dans l'embrasure de la porte, sa gorge se nouant. Ses yeux filèrent nerveusement de droite à gauche avant qu'elle ne s'avance soudainement d'un pas militaire. « Qui t'a appris à entrer dans une pièce sans frapper ?» La courbe polie et forcée de ses lèvres s'était complètement effondrée. Sa voix était maintenue basse comme si elle était terrifiée que quelqu'un à l'extérieur puisse entendre. Pourtant, elle était chargée d'une frustration furieuse qu'elle déversait maintenant entièrement sur un enfant. Cyprien fut forcé de reculer d'un pas, ses petites épaules heurtant la lourde porte en bois. Ses yeux rougirent, mais il continua de regarder au-delà d'elle vers Gauthier. « Papa, je suis venu t'apporter mon dessin. » La feuille de papier n'était soulevée qu'à moitié quand un claquement sec et écœurant résonna dans la pièce. La gifle partit beaucoup trop vite. La main de Bérénice frappa la joue de Cyprien avec une force brutale. La tête du garçon fut projetée sur le côté. Son petit corps vacilla avant que l'arrière de sa tête ne cogne lourdement contre la porte. Un bourdonnement sourd emplit ses oreilles et toute la partie gauche de son visage se mit à brûler d'une chaleur atroce. Quelques secondes plus tard, la douleur s'imposa enfin. Le dessin tomba de ses mains, atterrissant face contre terre sur la moquette, pliant un pli hideux dans le coin. Bérénice serrait les dents, le regard vicieux. « Qu'est-ce qu'un gamin fait à faire irruption ici ? Tu n'as donc aucune éducation ?» Cyprien était abasourdi. Ses yeux étaient grands ouverts, les larmes montant instantanément son nez, devenant rouge vif. Sa petite main vide se leva pour couvrir sa joue, ses doigts tremblants, et même sa respiration se transforma en halètement étranglé et douloureux. Gauthier fit enfin un pas en avant, mais pas pour réconforter son fils. Il jeta d'abord un coup d'œil dans le couloir terrifié que quelqu'un ait pu passer et entendre le tumulte avant de siffler à l'attention de Bérénice « Tais-toi !» Puis, fronçant les sourcils, il baissa les yeux vers Cyprien. Son ton portait une trace choquante d'impatience. « Pourquoi est-ce que tu pleures, va, attendre dehors, papa t'expliquera plus tard. »
Cyprien le dévisageait, sa lèvre inférieure tremblant, alors que les larmes coulaient sur son visage, une à une. Il ne comprenait pas. Il voulait juste montrer un dessin à son papa. Pourquoi son papa ne le prenait-il pas dans ses bras? Pourquoi cette méchante dame l'avait-elle frappé? Et pourquoi son papa restait-il de son côté à elle? Le dessin reposait juste aux pieds de Gauthier. Mais l'homme agissait comme s'il n'existait pas. Bérénice s'adossa au mur, lissant ses cheveux, la poitrine haletante, incapable de cacher la colère humiliée sur son visage. Cyprien se pencha et ramassa son dessin. Le papier était froissé. Les mots « Une famille reste ensemble pour toujours » étaient maintenant barrés par une pliure d'un blanc brutal. Il le regarda, puis le serra précipitamment contre sa poitrine terrifiée que quelqu'un puisse marcher dessus. Finalement, l'enfant ne put plus se retenir. Il laissa échapper un cri puissant et déchirant, fit volte-face et s'enfuit par la porte. « Cyprien !» l'appela Gauthier. Cyprien ne se retourna pas. Le couloir était incroyablement long et il courait maladroitement, ses baskets grinçant frénétiquement contre le sol en marbre poli. Le siège social de l'entreprise était d'un calme troublant en ce week-end. Les quelques employés faisant des heures supplémentaires au bout du couloir levèrent la tête alarmés par le son de l'enfant en pleurs. « Attendez, c'est Cyprien !» murmura quelqu'un le reconnaissant. Cyprien n'en avait que faire, il courait tout en essuyant ses larmes. La trace de main sur son visage enflait à vue d'œil d'un rouge criard contre sa peau pâle. La peau d'un enfant est tendre et Bérénice y avait mis tout son poids d'adulte. La moitié de son visage était complètement engourdie. Quand il atteignit les ascenseurs, il écrasa son doigt contre le bouton d'appel encore et encore, la main tremblante. L'ascenseur était encore à plusieurs étages de là. Du bout du couloir provenait le cliquetis de talons hauts. Quelqu'un sortait. Terrifié, Cyprien se recroquevilla dans le coin près du mur. Dans un mouvement de panique, il pianota sur sa montre connectée. L'écran était flou à travers ses larmes. Il l'essuya agressivement avec le dos de sa main, tapant sur l'écran plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il compose enfin le numéro qu'il connaissait le mieux au monde. Ça sonna 2 fois avant de décrocher. Cyprien. La voix de sa mère était posée voyageant à travers les parasites. C'était comme une couverture douce, rattrapant ses sanglots brisés. Cyprien ouvrit la bouche et éclata en sanglots, tout son corps tremblant si violemment qu'il ne parvenait pas à former une phrase complète. « Maman, maman !» À l'autre bout de la ligne, il y eut une pause d'1 seconde. La respiration de Léocadie de Lussac s'abaissa à un niveau presque imperceptible. « Prends ton temps. Dis-moi. Je suis au bureau de papa. » Les épaules de Cyprien se soulevaient, ses doigts crispés à en blanchir sur la montre. « Il y a une méchante dame dans le bureau de papa. Elle m'a frappé. Maman, mon visage fait tellement mal. » Au moment où il réussit à articuler « Mon visage fait tellement mal », sa voix s'éteignit complètement. Il n'y eut pas de barrage immédiat de questions de l'autre côté. Léocadie était assise près des baies vitrées de son penthouse du Triangle d'Or dans le 8e arrondissement de Paris. Elle révisait des documents juridiques, le bout du doigt posé sur une page. En entendant la voix larmoyante de son enfant, le stylo Montblanc glissa de sa main cliquetant sur le bureau en verre et roulant jusqu'à s'arrêter près du bord. Son visage ne montrait aucune expression, mais les veines sur le dos de sa main commencèrent lentement à saillir. La lumière éclatante de Paris traversait la vitre, rendant son profil délicat et élégant exceptionnellement froid. Lorsqu'elle se leva, les pieds de sa chaise raclèrent contre le parquet avec un son lourd et strident. « Ne pleure pas, maman est là !» Sa voix demeurait parfaitement stable, comme si rien dans son monde ne s'était effondré. « Allume ta caméra, montre à maman ton visage !» Reniflant, Cyprien tapota maladroitement sur l'icône vidéo. La caméra trembla violemment, pointant d'abord vers les dalles du plafond, avant de finalement se fixer sur son visage. Les cils du garçon étaient trempés son nez rouge cerise, et sur sa joue gauche se trouvait une trace de main, d'un rouge vif et flagrant qui enflait déjà. Il y avait une petite éraflure près du coin de sa bouche, là où il s'était mordu la lèvre, où avait heurté la porte. Léocadie fixa ce visage, ses doigts se recourbant vers l'intérieur millimètre par millimètre, jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent douloureusement dans ses paumes. Il fallut un long moment avant qu'elle ne force sa main à se détendre. « Où es-tu exactement ?»« Près des ascenseurs, » sanglota Cyprien. « Je ne veux pas retourner à l'intérieur, maman, j'ai peur. »« Reste exactement là, » dit Léocadie en attrapant ses clés de voiture. Ses pas étaient incroyablement rapides, mais pas frénétiques. « Mets-toi là, où la caméra de sécurité peut te voir, ne descends pas tout seul. Si tu vois un employé, mets-toi juste à côté de lui. Maman sera là dans 10 minutes. »
Cyprien hocha vigoureusement la tête. Puis, se souvenant de quelque chose, ses petites épaules s'affaissèrent de misère. Maman, mon dessin s'est froissé. Léocadie sentit quelque chose de dur se loger dans sa gorge. Au bas du cadre de la caméra, elle pouvait voir le bord fripé du papier, les petits bonshommes aux crayons souriants, toujours brillamment vers l'objectif. Pendant une seconde, tout le son dans le penthouse sembla être aspiré. Puis elle dit doucement « Ce n'est rien, maman l'encadrera pour toi ». Elle mit fin à l'appel vidéo et composa immédiatement le numéro de Gauthier. Ça sonna 3 fois avant qu'il ne décroche. Le bruit de fond était étouffé. Quelqu'un parlait à voix basse et il y eut le bruissement d'un mouchoir tiré d'une boîte. Gauthier garda sa voix chuchotée, manifestement désespéré de contenir la situation. Léocadie ne panique pas. Cyprien a juste mal compris quelque chose. La marque sur son visage est un malentendu aussi. Léocadie franchit la porte d'entrée. Le claquement de ses talons sur le sol en marbre était rapide et rythmé. Sa voix n'était pas forte, mais elle était enrobée d'une couche de givre absolue. Gauthier. L'autre bout s'interrompit. Gauthier ne s'était pas attendu à ce qu'elle paraisse aussi maîtresse d'elle-même. Il adoucit son ton. Le petit a fait irruption. Bérénice a paniqué et a eu la main un peu lourde. Je l'ai déjà réprimandé. N'en faisons pas toute une histoire. Viens juste le chercher et on en parlera ce soir à la maison. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Léocadie y entra et appuya sur le bouton du parking souterrain. Elle regarda son reflet dans l'acier poli, calme, pâle. Pas un seul pli sur son front. Seule la température dans ses yeux chutait au zéro absolu. « On en parlera ce soir », répéta-t-elle. « Oui, Cyprien est bouleversé et je me rattraperai », dit Gauthier, assumant probablement qu'elle agirait comme la parfaite épouse de PDG qu'elle avait toujours été, ravalant sa colère pour préserver la paix. Son ton prit même une tournure condescendante et apaisante. « Léo, calme-toi. Bérénice ne l'a pas fait exprès, elle était terrifiée. » Terrifiée. Le coin de la bouche de Léocadie tressaillit. Elle voulait rire, mais n'y parvint pas. Debout dans l'ascenseur qui descendait les barres de réseau de son téléphone diminuant la voix de son mari, résonnait incroyablement claire et incroyablement pathétique. Soudain, des années de souvenirs se mirent au point de façon nette, les dîners d'affaires de plus en plus tardifs de Gauthier, ses excuses à moitié convaincantes, la présence constante et franchissant les limites de Bérénice, les regards compatissants et hésitants des cadres de l'entreprise. Léocadie n'était pas stupide. Elle avait simplement choisi de ne pas arracher le pansement préservant la dernière once de dignité de leur mariage pour le bien de leur famille. Mais aujourd'hui, cette gifle avait atterri sur le visage de son fils. Elle baissa les yeux, son pouce frottant le bord de la coque de son téléphone. Elle attendit 2 secondes avant de parler insistant sur chaque syllabe. « Gauthier de Lussac, je ne le dirai qu'une seule fois. » Le froid mordant dans sa voix sembla transpercer le récepteur. Gauthier cessa de parler. Dis à Bérénice Villeroy de marcher jusqu'aux ascenseurs, de se mettre à genoux et de présenter ses excuses en face à mon fils. Sa voix était douce, mais les mots frappèrent comme des masses d'armes. Si elle ne le fait pas dans exactement 5 minutes, tu démissionneras de ton poste de PDG du consortium Lussac. L'air sur la ligne devint mort. D'abord, il y eut un silence suivi d'un faible ricanement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Léocadie, est-ce que tu t'entends parler en ce moment ? La voix de Gauthier chuta teintée de la colère d'un homme dont l'autorité venait d'être défiée. Un gamin se prend une claque et tu menaces de demander au conseil de me destituer. Tu crois que cette entreprise est ton terrain de jeu personnel. 4 minutes et 30 secondes. Elle lui coupa la parole nette. Elle ne chercha pas à argumenter. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'offrit pas un seul mot d'explication. Elle fit simplement avancer le chronomètre comme un juge abattant son marteau. Indéniable. La respiration de Gauthier se fit lourde. Des bruits de pas résonnèrent en arrière-plan. La voix larmoyante de Bérénice put être entendue faiblement. « Gauthier, je ne le pensais pas. J'ai juste paniqué. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux ? Ce n'est qu'un enfant, je lui achèterai un jouet pour m'excuser. » Tais-toi, siffla Gauthier à son intention. Bien qu'il ne fût pas clair s'il la réprimandait ou la protégeait. Il revint au téléphone, son ton se durcissant. « Tu es émotionnellement instable en ce moment. Je ne vais pas me disputer avec toi. Bérénice ne se mettra pas à genoux. Si tu tiens vraiment à notre fils, ne mêle pas la politique de l'entreprise à une affaire conjugale où il va... » 4 minutes. Léocadie sortit de l'ascenseur et marcha droit vers son SUV Bentley Bentayga. Ses mains étaient d'une stabilité parfaite. Elle ouvrit la porte, boucla sa ceinture de sécurité et mit le contact dans un mouvement fluide. Elle connecta son téléphone au Bluetooth.
Alors qu'elle reculait pour sortir de sa place, le volant ne trembla pas d'un millimètre. Gauthier fut finalement poussé à bout par son indifférence glaciale et absolue. Léocadie ne me pousse pas à bout. Tu crois pouvoir me menacer d'un divorce ou utiliser notre gamin comme moyen de pression? Je ne joue pas à ces jeux-là. Le SUV bondit hors du garage, l'aveuglante lumière de l'après-midi inondant le pare-brise. Léocadie fixa la route devant elle, sa voix si plate qu'elle en devenait presque cruelle. Qui t'a dit que je te menaçais? Le téléphone devint silencieux comme la mort. Tu peux continuer à la protéger, dit Léocadie en appuyant sur l'accélérateur alors que la voiture s'insérait fluidement sur l'avenue Georges V. Et tu peux parier contre moi. Voyons si j'ai le pouvoir de te traîner hors de ce bureau de direction. Gauthier, dans 5 minutes, tu en connaîtras le prix. Elle raccrocha, la voiture se retrouva sans rien d'autre que la voix féminine et mécanique du GPS annonçant l'itinéraire. Léocadie conduisait avec une main sur le volant, l'autre posée sur ses genoux. Dans sa paume, 4 marques en forme de croissant, laissées par ses ongles, étaient devenues d'un blanc d'os. Elle fixa le feu rouge devant elle. Ses yeux n'étaient pas rouges, sa respiration n'était pas chaotique. Elle était aussi immobile qu'un lac noir et profond, mais c'était cette immobilité exacte qui glaçait le sang. Pendant ce temps, l'atmosphère dans le bureau du PDG était suffocante. Bérénice avait les yeux rougis. Elle s'agrippait à la manche de Gauthier, la voix tremblante. « Gauthier, elle est folle! Pour qui se prend-elle pour te virer? Tu es le PDG! Elle n'est qu'une mère au foyer. » Ça suffit. Gauthier arracha sa cravate, le visage absolument lugubre. Il jeta un coup d'œil à l'écran d'appel déconnecté sur son téléphone, les sourcils étroitement noués. Les derniers mots de Léocadie résonnaient à ses oreilles comme des éclats de glace, le rendant inexplicablement agité. Mais sous cette agitation résidait une arrogance profondément ancrée. Pendant des années, Léocadie avait été trop silencieuse. Si silencieuse que tout le monde l'avait simplement acceptée comme Madame de Lussac, la mère de Cyprien l'épouse qui n'interférait jamais dans les opérations de l'entreprise et n'assistait au gala qu'avec une grâce retenue. Qu'elle fasse une crise de nerfs et menace de divorcer était une chose, mais menacer son poste de PDG, c'était une blague. Gauthier se pinça l'arête du nez et regarda vers la porte. Sur la moquette reposait une minuscule particule de poussière de crayon de couleur, là où le dessin était tombé et avait été ramassé. Ça le narguait. Le couloir était trop calme, les caméras de sécurité étaient juste au coin et il y avait plus d'un employé à cet étage. Une vague d'irritation le submergea. Il décrocha le téléphone de son bureau pour demander à la sécurité d'évacuer l'étage, mais s'arrêta avant de composer le numéro. Faire un geste pareil ne ferait que le faire paraître plus coupable. Bérénice n'était pas prête à laisser tomber. Se mordant la lèvre, elle murmura « Gauthier, elle ne va pas vraiment faire un scandale, n'est-ce pas ?» Gauthier lâcha un rire froid, balançant son téléphone sur le bureau. « Laisse-la essayer !» Il ajusta ses poignets de chemise, son expression retrouvant son impitoyabilité corporative habituelle, bien qu'une ombre sombre persistât dans ses yeux. « J'aimerais bien voir comment elle compte m'abattre. » À cet instant précis, Cyprien se tenait sous la caméra de sécurité près des ascenseurs, serrant dans ses bras son dessin froissé. Son visage était brûlant et enflé des larmes coulant toujours de ses yeux. Il leva la tête et vit les numéros de l'ascenseur privé de la direction s'allumer. Quelqu'un montait. Maman. Cyprien la reconnut instantanément. À la seconde où les portes en acier inoxydable s'écartèrent, il se jeta en avant, s'agrippant au papier. L'enfant avait tellement pleuré que sa voix était brisée et sa course était un peu chancelante. Sa veste d'uniforme était tirée de travers, et la trace de main rouge et enflée sur son visage était atrocement vive sous les lumières du couloir. Léocadie bondit littéralement hors de l'ascenseur, se baissant pour l'attraper. Cyprien percuta contre elle comme un câble qui aurait été étiré jusqu'à sa limite absolue et qui aurait finalement cédé. Ses petits bras s'enroulèrent dans une étreinte mortelle autour de son cou, enfouissant son visage dans le col de son trench-coat, son corps secoué de tremblements violents à chaque sanglot. Maman est là. Léocadie soutint l'arrière de sa tête, sa paume reposant contre ses cheveux légèrement en sueur. Ses mouvements étaient d'une solidité incroyable. Elle baissa les yeux vers la blessure sur son visage. Ses cils papillonnèrent une fois. Elle n'y toucha pas avec ses doigts, se contentant de le serrer plus fort contre sa poitrine. « N'aie pas peur, je te tiens. » 2 employés travaillant à proximité avaient observé de loin. En voyant Léocadie arriver, ils se redressèrent instinctivement. Au bout du couloir, les portes de la suite du PDG restaient fermement closes. C'était le silence de mort à l'intérieur comme si de rien n'était. Léocadie ne jeta même pas un regard dans cette direction.
Tenant Cyprien d'un bras, elle sortit son téléphone de sa main libre et recomposa le numéro de Gauthier. Il répondit presque instantanément. Il semblait avoir attendu pour parler, réprimant sa colère. « Tu es là, je t'ai dit de ne pas faire de scandale. Cyprien est instable en ce moment, ramène-le juste à la maison. » Le temps est écoulé, l'interrompit Léocadie. Sa voix était douce, mais elle résonnait clairement dans le couloir silencieux. Gauthier marqua une pause, son ton devenant plus sombre. « Léocadie, es-tu obligée de me parler sur ce ton ?» En entendant la voix de son père, Cyprien tressaillit contre l'épaule de sa mère, ses doigts froissant le tissu de son manteau. Léocadie lui tapota doucement le dos, ses yeux se verrouillant enfin sur ses lourdes portes en bois. « Je vais demander une dernière fois, tu refuses de faire sortir Bérénice pour qu'elle s'excuse, c'est bien ça. » Il y eut un silence de 2 secondes sur la ligne, juste 2 secondes. Ce fut suffisant pour sceller son destin de façon permanente. Quand Gauthier reprit la parole, il avait l'air épuisé et agacé. Il a fait irruption dans mon bureau, c'était impoli pour commencer. Bérénice a paniqué et a eu la main un peu lourde, mais tu ne peux pas la blâmer entièrement. Ne grossis pas l'affaire en y mêlant l'entreprise. Ça donne une mauvaise image à tout le monde. Le couloir était si calme qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Les 2 employés échangèrent un regard horrifié, n'osant émettre un son. Cyprien se figea. Il leva lentement la tête de l'épaule de Léocadie. Des larmes s'accumulaient toujours dans ses yeux. Il avait l'air de n'avoir pas compris les mots et en même temps de les avoir parfaitement compris. Il était simplement trop jeune pour digérer pleinement la phrase « Tu ne peux pas la blâmer entièrement ». Il prit une inspiration brusque et silencieuse, le nez rouge vif. Léocadie baissa les yeux vers lui, la ligne de ses lèvres se tendant en un trait droit et sévère. « Il a 7 ans, pensa-t-elle, et vous 2 adultes, vous lui faites porter le chapeau. » Gauthier sembla réaliser que ces mots sonnaient affreusement mal à voix haute. Il adoucit son ton, essayant de désamorcer la situation. « Je ne le pensais pas comme ça. Cyprien est blessé et je le dédommagerai pour ça plus tard. Calme-toi. Emmène-le voir un médecin. Arrête d'essayer de diffuser ça au monde entier. » Le mot « dédommager » tomba comme du sel sur une plaie à vif. Léocadie ne prononça pas un mot de plus. Elle fit un seul signe de tête imperceptible, sa voix totalement dépourvue d'inflexion. « Parfait !» Elle raccrocha. À la seconde où l'écran devint noir, le seul son restant dans le couloir fut les sanglots incontrôlables d'un enfant. Léocadie rangea son téléphone et s'accroupit pour être à la hauteur des yeux de Cyprien. « Peux-tu marcher ?» Cyprien se mordit la lèvre de lourdes gouttes de larmes tombant, mais il hocha vigoureusement la tête. « Ouais, bien, nous allons à l'hôpital. » Léocadie retira doucement le dessin de ses bras, le pliant avec soin et le plaçant dans son sac à main de créateur. « Donne la main à maman, marchons doucement. » Cyprien attrapa immédiatement sa main, utilisant la force de ses 2 petits poings, terrifié à l'idée qu'elle puisse disparaître s'il lâchait prise. Alors qu'ils atteignaient l'ascenseur, il jeta un dernier coup d'œil en arrière vers la porte fermée du bureau. Ses petites lèvres tremblèrent, mais au final, il ne dit pas un mot. Léocadie le guida dans l'ascenseur. Alors qu'ils descendaient les murs en miroir, reflétèrent la mère et le fils, l'une avec un visage pâle comme la glace, l'autre avec des yeux rouges et gonflés. Cyprien se tenait le plus près possible, son corps collé à la jambe de sa mère, comme un petit animal blessé qui avait enfin trouvé un endroit sûr où se cacher. Les portes se fermèrent, scellant la chaleur et le silence du dernier étage et bloquant complètement tout chemin vers le pardon. Le garage souterrain était caverneux, leurs pas y résonnant sèchement. Léocadie souleva Cyprien pour l'installer sur le siège arrière, l'attachant dans son réhausseur, avant de fermer la porte. À l'intérieur de la voiture, c'était beaucoup plus calme. La respiration de l'enfant commença enfin à se stabiliser, mais la trace de main sur son visage ne devint que plus distincte, les bords sévèrement enflés. Cela semblait trop douloureux au toucher. Avant de démarrer le moteur, Léocadie composa le numéro de son avocate. « Domitil commence à consigner la chronologie des événements dès maintenant, » dit-elle, les yeux rivés sur la sortie du garage, ses mots jaillissant comme des balles. « Cyprien a été agressé. Il a été retenu à l'étage de la direction du siège du consortium Lussac. Je suis arrivé, je l'ai récupéré et nous sommes en route pour les urgences de l'hôpital Necker. Je vais obtenir des photos, un rapport médical et une trace écrite. Tout doit être enregistré. Récupère les horodatages de vidéosurveillance de l'hôpital en guise de sauvegarde. » À l'autre bout, Domitil Valois, une avocate de premier plan en droit des affaires et droit de la famille à Paris, marqua une fraction de seconde de pause avant que sa voix ne se tende. « Compris, je m'en occupe. Et aussi,
ajouta Léocadie, manœuvrant le SUV hors de sa place. Trouve un moyen de verrouiller les images de sécurité du couloir du dernier étage au siège de cet après-midi. Fais-le discrètement, n'alerte pas Gauthier. C'est noté. Après avoir raccroché la voiture, s'inséra fluidement sur la route principale. Au début, Cyprien tenta de retenir ses larmes, mais à mesure que la voiture s'éloignait du bâtiment Lussac, une vague à retardement de misère pure le submergea. Maman, murmura-t-il, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal ? Il chipotait sa ceinture de sécurité, les jointures blanches. Je n'ai pas frappé. Je voulais lui faire une surprise. Si je n'étais pas entrée, elle ne m'aurait pas frappé, n'est-ce pas ? Le feu de circulation passa au rouge. Léocadie freina brusquement, détacha sa ceinture, se retourna et tendit le bras pour écarter la frange humide de son front. Non, Cyprien la fixa sans cligner des yeux. Le fait que tu ailles voir ton père n'était pas une erreur. Que tu aies frappé ou non, cela ne lui donnait absolument aucun droit de poser les mains sur toi. Léocadie le regarda droit dans les yeux, parlant avec une clarté absolue. Aujourd'hui, ce sont les adultes qui ont eu tort, pas toi. Souviens-t'en, personne n'a le droit de te faire porter le chapeau. Le nez de Cyprien le brûla, et les larmes tombèrent de nouveau. Cette fois, il ne se retint pas. Il pleura doucement, les épaules tremblantes, comme pour expulser toute la culpabilité étouffante de sa poitrine. Il hocha la tête, la voix épaisse. « Je m'en souviendrai. » Les urgences de l'hôpital Necker étaient bondées. L'odeur d'antiseptique les frappa instantanément. Léocadie guida Cyprien à travers l'enregistrement et le trit ses mouvements d'une efficacité irréprochable. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans une salle d'examen, le médecin urgentiste leva les yeux, vit le visage de l'enfant et fronça immédiatement les sourcils. « Que s'est-il passé ici ?» Cyprien se recroquevilla instinctivement derrière Léocadie. Léocadie le guida vers la chaise d'examen et se tint à ses côtés. « Il a été frappé par une adulte. Docteur, je vous prie de consigner ceci de manière précise et complète, l'étendue du gonflement, la forme de la trace de main, les écorchures, et sa réaction de stress. J'aimerais des documents photographiques pour le dossier. Notez un traumatisme contondant causé par une main adulte sur le dossier. » L'urgentiste la dévisagea longuement, hocha la tête et enfila ses gants, s'approchant du petit garçon. « Eh bonhomme, je vais juste jeter un œil à ton visage. Dis-moi si ça fait mal, d'accord. » Cyprien pinça les lèvres, mais pencha docilement la tête en arrière. Sous les lumières crues d'examen, la trace de main était indéniable. La moitié de son visage irradiait de chaleur. Il y avait une micro-abrasion près de sa lèvre, et la peau derrière son oreille était contusionnée et rouge. Lorsque le médecin palpa doucement la zone enflée, Cyprien haleta brusquement, ses cils instantanément mouillés. « Ne touchez pas, ne touchez pas. »« D'accord, j'arrête, » dit doucement le médecin. Se tournant vers sa tablette, il déclara « Contusion prononcée des tissus mous, empreinte claire de doigts adultes. L'enfant présente une réaction de stress traumatique significative. Je vais effectuer un traitement topique de base et prescrire un protocole de compresse froide. » Il commença à taper rapidement le cliquetis du clavier distinct dans la pièce silencieuse. Léocadie observait l'écran. Lorsqu'il arriva à la section « cause de la blessure », elle ajouta « Veuillez également noter, le patient a présenté des pleurs de la peur et un évitement du contact physique suite à une agression par un adulte. » Le médecin la regarda de nouveau, ne posa aucune question et grogna simplement en signe d'assentiment, tapant exactement ce qu'elle venait de dire. Cyprien restait parfaitement immobile, des larmes accrochées à ses cils, sa main serrant toujours l'ourlet de la chemise de Léocadie. Lorsque l'infirmière s'approcha avec une poche de glace, il laissa échapper un petit gémissement et se pencha en arrière, le corps rigide. « Ça fait mal. » Léocadie se pencha et lui prit la main. Cyprien hocha la tête, puis la secoua 2 secondes plus tard, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Maman, je peux être courageux. » Léocadie le regarda, son pouce caressant doucement le dos de sa petite main. « Tu n'es pas obligé de l'être. Si ça fait mal, dis-le leur. Si tu as peur, dis-le-moi. » La bouche de Cyprien trembla, et les larmes roulèrent à nouveau. « Cette dame m'a frappé. Papa ne m'a pas protégé. » La salle d'examen devint complètement immobile. L'infirmière ralentit ses mouvements, le médecin suspendit sa frappe au clavier, Léocadie la tira dans ses bras, la poche de glace reposant contre la gaze sur sa joue. Elle déposa un baiser sur le sommet de sa tête, sa voix tombant en un murmure sourd et féroce. Je sais. J'ai apporté mon dessin pour lui montrer, sanglota Cyprien, les mots dégringolant en fragments brisés. Il y avait toi, moi et papa. J'avais écrit... Une famille reste ensemble pour toujours. Cette dame a été si méchante, elle a demandé qui m'avait laissé entrer. Puis elle m'a frappé. Papa m'a dit de sortir. Il ne m'a pas fait de câlin.
Il leva les yeux vers sa mère. « Est-ce que papa ne m'aime plus ?» Léocadie resserra ses bras autour de lui, les veines sur le dos de ses mains se détachant de sa peau. Elle ne marqua pas de longues pauses avant que sa voix ne se stabilise, absolue et inébranlable. « Ce n'est pas que tu n'es pas un bon garçon, c'est qu'il a échoué à être un père. » Apaisés contre sa poitrine, les pleurs de Cyprien commencèrent à ralentir, ne laissant que de lourds reniflements. Une fois son visage soigné, Léocadie l'emmena au service des archives de l'hôpital. L'employé prit les notes du médecin et les fichiers d'imagerie, enregistrant tout selon le protocole. « Signature du tuteur, ici », dit l'employé. Léocadie prit le stylo et signa son nom. Les traits étaient tranchants et décisifs, pas un seul tremblement. « Conservez les photos originales et les dossiers médicaux en lieu sûr, dit-elle à l'employé. Si j'ai besoin d'une évaluation médico-légale secondaire pour le rapport de police, je serai de retour immédiatement. » Le temps qu'ils sortent, le ciel était complètement noir, les couloirs de l'hôpital étaient vides, les lumières fluorescentes rendant le sol blanc comme un os. Léocadie fit asseoir Cyprien sur un banc, lui acheta de l'eau tiède et une viennoiserie moelleuse. L'enfant était épuisé d'avoir pleuré. Il prit docilement 2 gorgées d'eau, les paupières lourdes, mais luttait pour rester éveillé. « Maman, marmonna-t-il, es-tu très occupée ?»« Un peu, » dit Léocadie, déballant la viennoiserie pour lui, « mais être avec toi est plus important. » Cyprien la regarda, se pencha lentement et posa sa tête contre son bras complètement immobile. Léocadie sortit son téléphone et appela Domitille Valois. L'avocate répondit immédiatement, la voix alerte. « Toujours sur le coup. J'ai besoin de 3 lignes d'attaque simultanées. » Léocadie se tenait près de l'extrémité du couloir, gardant la voix basse. Le rapport de blessure de l'enfant, le dossier médical et l'horodatage des urgences sont tous verrouillés. 2 rassemblent toutes les preuves de la liaison illicite de Gauthier de Lussac et de Bérénice Villeroy. Réservation d'hôtel, virement bancaire, registre de vol. Je veux la moindre trace prouvant qu'il a détourné des ressources du consortium Lussac pour entretenir sa maîtresse. Ne manque pas un seul centime. 3 sorts, mon registre original des droits de vote par procuration. J'ai besoin d'une liste de tous les membres du conseil d'administration que je peux joindre ce soir. Envoie-la-moi. Domitille resta silencieuse pendant une fraction de seconde, digérant rapidement la bombe nucléaire que Léocadie venait de lâcher. « Tu vas lancer le divorce et un coup d'État au sein de l'entreprise en même temps. Je ne veux pas juste des excuses, » dit Léocadie, fixant son propre reflet froid et brillant dans la vitre de l'hôpital. « Je veux une chaîne de preuves irréfutable. » Domitille exhala un long soupir. « C'est comme si c'était fait. Reste calme. Je m'assurerai que chaque élément de preuve soit transformé en arme et prêt à être mis sur la table. As-tu sécurisé les images du couloir devant son bureau ? Je travaille avec un contact à la sécurité informatique de Lussac. Quelqu'un en interne va essayer de les effacer, il faut agir vite. Bien aussi, ajouta Domitille, je traque sa carte Centurion personnelle et les comptes matrimoniaux conjoints. S'il lui a acheté de l'immobilier ou fait des virements massifs, c'est une dissipation des biens conjugaux. J'utiliserai ses registres de voyage public pour faire des recoupements. C'est noté. Domitille marqua une pause. Écoute, vu le timing, elle ne va peut-être pas se contenter d'attendre, elle pourrait essayer de te tester ou de te forcer à reculer. Léocadie fixa le panneau rouge « Sortie » au bout du couloir. Parfait. Si elle est assez stupide pour se livrer à ma porte, je m'assurerai qu'elle ne reparte pas les mains vides. Lorsqu'ils retournèrent à la voiture, Cyprien s'était endormi. Ses sourcils étaient froncés comme si la douleur fantôme de la gifle s'attardait encore dans ses rêves. Léocadie borda une couverture en cachemire autour de lui et ferma doucement la porte. Assise à la place du conducteur, elle ne démarra pas immédiatement la voiture. Au lieu de cela, elle ouvrit ses contacts et composa le numéro du membre le plus ancien et le plus respecté du conseil d'administration du consortium Lussac. Léocadie, il est tard. Tout va bien, demanda l'homme plus âgé. 2 choses dont je dois vous informer avant demain, dit Léocadie fixant le béton sombre du parking. Sa voix était d'un calme terrifiant. Gauthier a permis à sa secrétaire d'agresser physiquement mon fils Cyprien. Deuxièmement, il entretient une liaison avec elle et il y a une forte probabilité qu'il ait détourné des fonds de l'entreprise pour financer son train de vie. Je fournirai les preuves. Ne prenez pas encore parti, mais gardez un œil sur les irrégularités financières. Elle mit fin à l'appel. Puis elle passa un 2e appel, puis un 3e. Certains étaient sous le choc, d'autres étaient incrédules. Certains restaient silencieux pendant un long moment avant de demander « Les preuves sont-elles solides ?» Certains ne pouvaient cacher leur indignation.
Mais quelle que fût leur réaction, entendre que l'héritier légitime du PDG avait été agressé, que le PDG était infidèle et que les fonds de l'entreprise étaient compromis, la loyauté de personne envers Gauthier ne demeura entièrement stable. Léocadie ne donna pas d'explication superflue. Elle planta avec précision les graines de doute nécessaires dans les oreilles des personnes qui contrôlaient l'entreprise. Lorsque le dernier appel se termina, la voiture retrouva son silence. Au-delà du pare-brise, les lumières de la ville s'étiraient à l'infini comme une rivière glacée. À l'arrière, Cyprien dormait d'un sommeil agité. Le côté enflé de son visage ressortait durement dans l'ombre. Léocadie le regarda dans le rétroviseur pendant un long moment, puis elle posa son téléphone sur la console et démarra le moteur. Ce soir, elle ne laissait aucune place à la pitié. Ce soir, elle allait faire en sorte que Gauthier de Lussac vomisse ce titre de PDG lui-même. Alors que la voiture pénétrait dans son immeuble du 8e arrondissement, son téléphone vibra. C'était le concierge du hall. Madame de Lussac. La voix de l'agent de sécurité était chuchotée. Une mademoiselle Villeroy est ici. Elle a apporté des sacs cadeaux. Elle dit qu'elle est ici au nom de monsieur de Lussac pour dissiper un malentendu. Elle insiste sur le fait que c'est une affaire de famille et exige de vous voir. Sur le siège arrière, Cyprien laissa échapper un faible gémissement dans son sommeil, ses doigts attrapant aveuglément sa ceinture de sécurité. Léocadie ralentit la voiture. Est-elle seule ? Oui, madame. Elle a l'air calme, mais elle refuse de partir. Laissez-la monter dans le salon privé de mon étage, dit fluidement Léocadie. Ne la laissez pas entrer dans la résidence elle-même. Allumez toutes les caméras de sécurité du salon, audio et vidéo, n'en perdez pas une seule seconde, bien compris. Avant de sortir de la voiture, Léocadie appela Domitille. Où en sommes-nous ? Bérénice Villeroy vient de pointer le bout de son nez à mon immeuble. Je sais, garde la ligne ouverte et enregistre tout. Je veux que chaque mot qu'elle prononce ce soir soit consigné dans le dossier légal. J'ai activé le logiciel d'enregistrement à distance, dit Domitille le cliquetis d'un clavier résonnant en fond sonore. Ne te dispute pas avec elle, laisse-la creuser sa propre tombe. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit à son étage, sa sécurité personnelle l'attendait déjà. En voyant la marque sur le visage de l'enfant, les yeux du garde se durcirent. Elle est dans le salon. Elle a demandé si Cyprien était là. Je n'ai pas répondu. Bien. Léocadie porta Cyprien à l'intérieur. Montez la garde, ne laissez personne s'approcher du salon. Les portes du salon étaient entr'ouvertes, la pièce brillamment éclairée. Bérénice était assise parfaitement droite, les jambes croisées. À côté d'elle se trouvaient 2 boîtes cadeaux coûteuses et magnifiquement emballées. Elle s'était changée, portant désormais un manteau en cachemire de couleur crème. Ses cheveux avaient été recoiffés. Son maquillage masquait le désastre frénétique de l'après-midi, bien que son rouge à lèvres fût d'une teinte un peu trop vive, une tentative évidente de projeter de la confiance. Entendant des pas, elle se leva immédiatement. « Léocadie !» sourit-elle, ses yeux effleurant le visage de Cyprien, avant que le sourire ne se fige pendant une microseconde pour ensuite revenir. « Je suis venue exprès pour dissiper le malentendu d'aujourd'hui. J'ai apporté des compléments et des jouets pour Cyprien. Je me sens terriblement mal qu'il ait été effrayé aujourd'hui. Au moment où Cyprien la vit, il se recroquevilla sa petite main, se tordant dans le manteau de Léocadie, les jointures blanches. Léocadie posa sa main sur la sienne, son ton totalement dépourvu d'émotion. « Posez ces boîtes et venez-en au fait. Êtes-vous ici pour vous excuser ou pour me forcer à partir ?» L'air dans la pièce sembla se briser. Le sourire de Bérénice ne tint qu'à un fil pendant 2 secondes avant qu'elle ne l'abandonne complètement. Elle se rassit, lissant ses poignets. « Puisque vous me le demandez directement, je ne vais pas y aller par 4 chemins. » Elle regarda Cyprien, son ton s'adoucissant bien que ses mots fussent tranchants. Aujourd'hui était un accident. L'enfant a fait irruption pendant une affaire d'adulte. J'ai paniqué et je l'ai frappé plus fort que je n'en avais l'intention. Je l'admets. Les cils de Cyprien papillonnèrent de sa prise, se resserrant. Léocadie lui caressa le dos, le réduisant au silence. Bérénice prit cela pour un signe de faiblesse et eut un petit sourire narquois. « Mais soyons honnêtes, ça ne sert plus à rien de faire semblant. Le cœur de Gauthier n'est plus dans ce mariage depuis longtemps. À quoi bon faire traîner les choses ? Vous êtes une femme intelligente, vous savez avec qui il passe réellement son temps. Être Madame de Lussac n'est plus qu'un bout de papier désormais. » Elle plongea la main dans son sac de créateur, en sortit une élégante carte bancaire et la fit glisser sur la table basse en verre. « Demandez le divorce vous-même, ce sera mieux perçu par tout le monde, nous pourrons négocier les termes. Gauthier n'est pas sans cœur, il vous accordera une généreuse pension pour sauver les apparences. »
Cyprien ne comprenait pas ce qu'était une pension, mais il comprenait les mots demander le divorce. Il leva les yeux vers sa mère, les lèvres pâles. « Maman, pourquoi elle veut que tu partes ?» Les yeux de Bérénice lancèrent un éclair et elle se pencha même en avant. « Gamin, ce sont des affaires d'adultes. Ferme-ta !» Léocadie leva enfin les yeux. Ces mots ne furent pas prononcés fort, mais ils taillèrent à travers la pièce comme un scalpel. « Sortez de chez moi !» La colonne vertébrale de Bérénice se raidit le reste de sa phrase, mourant dans sa gorge. Léocadie attira Cyprien plus près d'elle et murmura « Va dans ta chambre et attends maman ». Cyprien la regarda les yeux rouges. Il voulait dire non, mais il hocha la tête, ses doigts tremblants, alors qu'il lâchait son manteau. La nounou l'emmena vers les chambres du fond. Une fois la porte cliquée et fermée, la fausse civilité dans la pièce s'évapora entièrement. Bérénice prit une inspiration. « Vous pouvez protéger le gamin autant que vous voulez, mais ça ne change pas les faits. Gauthier ne vous aime plus. Combien de temps allez-vous vous accrocher obstinément à ce titre de Madame de Lussac ?» Léocadie ramassa la carte bancaire. Elle la regarda puis la jeta sur la table en verre. Elle atterrit avec un claquement sec. « Est-ce là votre moyen de pression pour vous être pointé à ma porte ce soir ?» demanda-t-elle. Bérénice releva le menton. « Je vous épargne l'embarras. Si Gauthier doit vous signifier les papiers lui-même, ce sera bien plus moche pour vous. »« Plus moche ?» Léocadie la fixa. « Vous avez frappé mon fils. Vous vous pointez chez moi avec des cadeaux pour m'acheter et me forcer à m'écarter, et vous me dites qu'un divorce facilitera les choses pour tout le monde. » Les oreilles de Bérénice rougirent sous ce regard de glace, mais elle maintint sa position. « N'est-ce pas le cas ? Vous ne faites que vous humilier en faisant traîner ça. » Léocadie hocha lentement la tête, comme si elle en avait enfin assez entendu. Elle se leva, marcha vers le bureau adjacent et parla distinctement. « Domitille, tu as enregistré tout ça. » Depuis le haut-parleur du téléphone de Léocadie, la voix tranchante de l'avocate résonna dans la pièce. Chaque mot, y compris la tentative de corruption, la coercition au divorce, et son aveu direct d'agression sur mineur. Le visage de Bérénice se vida de son sang. Elle bondit du canapé. « Vous m'avez enregistré. J'ai accepté les cadeaux. J'ai accepté votre discours. Et naturellement, j'ai accepté les preuves. » Léocadie se tourna pour la regarder. « Puisque vous êtes si désespéré d'avoir un titre, voyons s'il aura encore un titre de PDG à vous offrir demain. » Bérénice suffoqua la panique inondant ses yeux. « Comment ça ?» Léocadie ouvrait déjà son ordinateur portable. La froide lumière bleue de l'écran illumina son visage. Domitille, conformément au brouillon que nous avons confirmé, émet une demande de réunion d'urgence du conseil d'administration. Sa frappe était rapide, sa voix cristalline. J'informe tous les membres du conseil et les actionnaires principaux. L'ordre du jour comporte 3 points. 1. La révocation immédiate de Gauthier de Lussac de son poste de PDG. 2. La restructuration de l'autorité exécutive. 3. Un audit financier juricomptable sur Gauthier de Lussac pour le détournement de fonds de l'entreprise et la dissipation de ressources corporatives visant à subventionner sa maîtresse Bérénice Villeroy. À chaque mot, Bérénice pâlissait davantage. Elle fit 2 pas frénétiques en avant, ses talons claquant agressivement. « Vous êtes folle! Vous croyez qu'une réunion d'urgence peut l'abattre? Gauthier possède le conseil. Ils ne vont pas prêter attention à la querelle conjugale d'une femme au foyer aigri. » Léocadie leva enfin les yeux. Son regard donnait l'impression de transpercer de la glace massive. « Querelle conjugale » demanda-t-elle doucement. « Commettre un adultère, permettre à une subordonnée d'agresser l'héritier légitime du PDG et détourner les actifs de l'entreprise pour financer une maîtresse. Vous appelez ça une querelle conjugale ?» Les lèvres de Bérénice bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Soudain, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Gauthier. À l'instant où l'appel fut connecté, son calme fabriqué vola en éclats. Gauthier, elle, convoque une réunion d'urgence du conseil. Elle fait auditer les comptes de l'entreprise. « Tu dois… » La voix furieuse et paniquée de Gauthier filtra à travers le récepteur. « Ne panique pas, elle ne peut pas faire de vagues. J'appelle mes gars maintenant. On fera passer ça pour une dispute de couple. Sors de là, arrête de la provoquer. » Léocadie ne prit même pas la peine d'écouter. Elle se tenait à son bureau appuyant sur « Envoyer » pour les emails. Le bruissement des messages sortants résonna dans la pièce comme des clous enfoncés dans un cercueil. Quelques minutes plus tard, Bérénice se tenait figée cramponnée à son téléphone offrant un ricanement pathétique et tremblant. Gauthier a dit « Vous n'y arriverez pas ». Léocadie l'ignora. Son téléphone s'alluma. Réponse 1. Membre senior du conseil. Bien reçu. Je serai là à 9h. Réponse 2 documents préparés. Réponse 3 comptes tenus des allégations de mise en danger d'un enfant et de mauvaise conduite de la direction. J'appuie la motion de convocation. Léocadie les ouvrit un par un, son expression inchangée.
Au téléphone, Gauthier aboyait frénétiquement des ordres, essayant désespérément d'éteindre les incendies. Domiti tapa Léocadie. Ordre du jour envoyé. Demain matin 9h30, elle cliqua sur « Répondre à tous ». La confirmation clignota sur l'écran. Elle regarda le texte, sa voix résonnant clairement pour que tout le monde, et particulièrement la femme se tenant dans son salon, puisse entendre. L'ordre du jour est fixé. D'ici demain matin, personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. Bérénice resta clouée sur place, les jointures blanches autour des anses de ses sacs cadeaux. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais pas un seul mot n'en sortit. Le lendemain matin, les portes de l'ascenseur de l'entreprise s'ouvrirent pour révéler un avocat tenant une lourde mallette verrouillée. L'étage entier du siège du consortium Lussac se tourna pour regarder. La mallette n'était pas énorme, mais elle contenait un poids dévastateur, dossiers médicaux, photos HD, des urgences ordre du jour de la réunion, confirmation de présence, registre de virements relevés bancaires. « Madame de Lussac, les originaux sont sécurisés », murmura l'avocat. « J'ai des copies numériques et papier. Nous procédons dans l'ordre dont nous avons discuté. D'abord l'agression, puis la vidéosurveillance, puis les finances. » Léocadie se contenta de hocher la tête. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine, parfaitement ajusté. Ses cheveux étaient tirés en arrière d'une manière irréprochable. Ses pas étaient mesurés, ses talons claquant contre le marbre avec une précision létale. Cyprien marchait à ses côtés. Le gonflement sur son visage avait légèrement diminué, mais il portait un masque chirurgical qui couvrait la moitié de son visage, ne laissant visible que ses grands yeux excessivement silencieux. Les bords rouges de l'ecchymose dépassaient juste au-dessus de la ligne du masque. Au bout du couloir, les portes de la salle de conférence étaient ouvertes. Plusieurs membres du conseil et actionnaires principaux discutaient à l'extérieur. La conversation mourut instantanément lorsqu'ils virent Léocadie. Certains regardèrent les ecchymoses près du masque du garçon, les paupières tressaillant. D'autres regardèrent la mallette de l'avocat, leurs expressions s'assombrissant. Gauthier se tenait au centre du groupe. Il portait un costume sur mesure, sa cravate était parfaite. Il ressemblait à un homme arrivant pour un examen trimestriel classique. Voyant Léocadie, il s'avança, forçant un sourire tendu et condescendant. « Pourquoi as-tu amené le garçon ici ?» Léocadie ne s'arrêta pas de marcher. « Je l'ai amené ici pour que certaines personnes se souviennent que la personne qu'elles ont frappée hier était un enfant de 7 ans. » Les muscles faciaux de Gauthier eurent un spasme, mais il le réprima rapidement. Il jeta un coup d'œil au cadre environnant, baissant la voix dans un murmure suppliant. Léocadie, ne fais pas ça. Tu as déjà envoyé les emails. Tu as fait passer ton message pour le bien du petit. Laisse tomber, c'est embarrassant pour toi. Léocadie leva les yeux vers lui. Le seul qui devrait être embarrassé, Gauthier, c'est toi. La pomme d'Adam de Gauthier tressaillit. Il toucha le bord de sa Rolex, maintenant sa façade de contrôle. « Quand nous serons là-dedans, ne laisse pas tes émotions prendre le volant. Je ne te tiendrai pas rigueur de ce coup d'éclat, mais sache quand t'arrêter. » Un actionnaire se tenant à proximité hésita, s'approchant de l'avocat. « Gauthier nous dit que ce n'est qu'un malentendu entre mari et femme. Une réunion d'urgence du conseil n'est-elle pas une réaction excessive ?» L'avocat ajusta ses lunettes et regarda Léocadie. Léocadie lissa doucement le bord du masque de Cyprien. « La nounou est dans le salon. Va attendre maman, je sors tout de suite. » Cyprien leva les yeux vers elle, ses cils tremblants. Il toucha l'ourlet de sa veste, puis lâcha lentement. Il ne dit pas qu'il avait peur, il ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête et suivit la nounou. Au coin, il se retourna. Léocadie se tenait droite, lui faisant un signe de tête rassurant. « Premier round, laissez-le parler » murmura l'avocat alors que la porte du salon se fermait. Plus il creuse son trou, plus il lui sera difficile d'en sortir. « Je sais. » Léocadie prit le dossier légal. Allons à l'intérieur. La longue table en acajou était presque pleine. Le projecteur illuminait le mur. 3 lignes de texte noir sur un fond d'un blanc clinique, révocation du PDG, restructuration de l'autorité exécutive, lancement d'un audit financier jury comptable. Cela paraissait plus tranchant que n'importe quelle lame. Gauthier prit la place en bout de table de manière préventive, arrangeant ses notes et ses métriques opérationnelles. Il regarda autour de la pièce. « Mesdames et messieurs, je m'excuse de vous avoir fait venir aujourd'hui. Nous ne devrions pas gaspiller les ressources de gouvernance de l'entreprise pour un désaccord personnel au sein de mon foyer, mais puisque la convocation a été envoyée, je suis heureux de clarifier les choses. » Plusieurs personnes hochèrent la tête. Gauthier pressa son avantage, sa voix tombant dans un registre solennel. « Au fil des ans, j'ai consacré ma vie au consortium Lussac. Parfois, ma famille en a souffert. J'accepte la supervision du conseil. Cependant, je ne peux pas accepter l'instrumentalisation d'un malentendu conjugal pour déstabiliser la direction de cette entreprise. »
La pièce était silencieuse. Il ne mentionna pas Bérénice, il ne mentionna pas la gifle. Il se présenta comme un martyr incompris du monde de l'entreprise. Concernant mon assistante de direction, Gauthier tapota ses jointures sur la table. Notre relation de travail a peut-être causé des malentendus. J'admets avoir manqué de discrétion, mais un malentendu n'est pas un fait et une fissure dans mon mariage n'annule pas mes contributions à cette firme. L'enfant a été blessé, fronça les sourcils un actionnaire. Gauthier pivota immédiatement. Cyprien a été surpris hier. En tant que père, j'ai le cœur brisé. Mais grossir cet incident et exiger ma démission et un audit avant que la poussière ne retombe, c'est irrationnel. Cela nuit à l'entreprise. Il regarda Léocadie avec un air de patience douloureuse. Léocadie a été très émotive dernièrement. Je comprends sa réaction en tant que mère, mais utiliser les capitaux des actionnaires pour punir un mari n'est pas acceptable. Boum! Il fit simplement glisser le premier dossier vers Léocadie. Léocadie se leva. Le grincement de sa chaise capta l'attention de toute la pièce. Elle marcha jusqu'au projecteur. « Vous appelez ça un malentendu ?» Elle ouvrit le dossier. « Laissez alors le conseil voir exactement à quoi ressemble un enfant de 7 ans lorsqu'il est mal compris. » Les données de l'entreprise disparurent de l'écran. À la place apparut le rapport des urgences de l'hôpital Necker, nom-âge-heure de la blessure, diagnostic. Juste à côté se trouvait la photographie haute définition du visage de Cyprien. Quelqu'un dans la pièce inspira brusquement. La photo était viscérale, la trace de mains rouges et enflées, la lèvre en sang, les larmes collées à ses cils. Ce n'était pas un enfant qui avait été surpris. L'avocat prit la parole, sa voix clinique. Dossier des urgences photo horodatées. Le médecin traitant a explicitement noté un traumatisme contondant causé par une main adulte entraînant un traumatisme significatif et une aversion physique. Le visage de Gauthier s'assombrit. Je n'ai pas nié qu'il a été blessé, mais vous avez appelé cela avoir la main lourde. Léocadie l'interrompit, ses yeux se verrouillant sur les siens. Elle ne s'arrêta pas, elle cliqua sur la télécommande, le deuxième fichier se chargea. Les images de vidéosurveillance du couloir de la direction. Pas de son, juste un horodatage défilant dans le coin. Cyprien se tenait près de la porte. Soudain, la porte s'ouvrit violemment. L'enfant fut brutalement repoussé en arrière, sa tête rebondissant contre le bois lourd. Il trébucha, se tint le visage, attrapa son dessin et s'enfuit vers les ascenseurs. La pièce explosa en murmures choqués. « Rembobinez ça », exigea un membre senior du conseil. La vidéo fut jouée au ralenti. Tout le monde vit clairement le bras de la femme balancé, et ils virent clairement Gauthier se tenir derrière elle, ne tendant pas la main vers son fils, mais se plaçant devant sa maîtresse pour la protéger. L'écran se figea. Silence de mort. Vous avez dit avoir le cœur brisé en tant que père. La voix de Léocadie fut un murmure qui fracassa le silence. Quand il a été frappé, qui avez-vous protégé en premier? Tout le monde dans cette pièce vient de le voir. Les jointures de Gauthier blanchirent. L'angle de la caméra est aveugle. Je paniquais au point de laisser votre employé rouer de coups votre enfant. Un membre du conseil claqua son stylo sur la table. Gauthier, c'est une excuse pathétique. Avant que Gauthier ne puisse parler, l'avocat distribua le troisième ensemble de documents. Messieurs, voici les virements bancaires. Les relevés de cartes de crédit et les notes de frais de direction correspondants, remarquaient le routage vers des comptes détenus par Bérénice Villeroy. Les pages se tournèrent, les visages devinrent de marbre. Hôtel de luxe, un acompte pour un loft dans le Marais, des articles de créateurs. Tout était canalisé par les comptes de frais de développement commercial ou les fonds matrimoniaux. « Ce n'est pas une dispute conjugale, dit Léocadie, sa voix tombant comme une guillotine. Vous entretenez une maîtresse sur la liste de paye de l'entreprise. Vous utilisez les ressources corporatives pour la financer. Vous lui avez permis d'agresser l'héritier de cette famille. Et vous vous tenez ici jouant la victime. » Un actionnaire jeta le paquet sur la table avec dégoût. « C'est un manquement grave à vos devoirs. Si ces chiffres sont exacts, nous lançons l'audit jury-comptable immédiatement. » Gauthier bondit de sa chaise. « Ces chiffres sont triés sur le volet. J'ai des justifications commerciales légitimes pour ces dépenses. Nous pouvons en discuter en privé. » En privé, le membre senior du conseil ricana. « Votre secrétaire a agressé votre gamin et dépensé l'argent de l'entreprise et vous voulez discuter en privé. » L'illusion de contrôle était anéantie. Gauthier regarda Léocadie, sa voix se brisant. « Léocadie ne réduit pas tout en cendres. Rentrons à la maison et parlons-en. » « Dès la seconde où tu l'as protégé plutôt que mon fils, dit Léocadie, son visage un masque impénétrable de glace, il n'y a plus eu de maison où rentrer.
Personne ne le défendit. Le secrétaire du conseil initia le vote révocation du PDG, suspension des accès exécutifs, lancement immédiat de l'audit financier. Les votes furent déposés avant même que Gauthier ne puisse aligner une phrase. La motion est adoptée, annonça le président. Gauthier, vous êtes inapte à occuper le poste de PDG. Nous attendons votre pleine coopération avec les auditeurs. Le sang se retira du visage de Gauthier. Il s'agrippa au bord de la table, juste pour rester debout. Nous déposons la demande de divorce, le gel des avoirs et la plainte au civil pour coups et blessures contre Bérénice Villeroy immédiatement, chuchota l'avocat à Léocadie. Léocadie hocha la tête. Elle rassembla ses dossiers et se tourna pour partir. Gauthier se jeta en avant. « Tu vas vraiment me pousser jusqu'au bord du précipice ?» Léocadie s'arrêta et le regarda. « Je ne t'ai pas poussé. Tu as marché jusqu'ici tout seul. » Lorsque les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, l'espace lounge à l'extérieur était d'un calme troublant. Cyprien était assis sur le canapé serrant son dessin aplati dans ses bras. Il leva les yeux instantanément. Léocadie s'approcha, le prit dans ses bras et soutint fermement son dos. « Je prépare le dossier de contentieux maintenant, » murmura l'avocat derrière elle. « Une fois que l'audit frappera, Bérénice paniquera. Elle va se retourner contre lui. Laissez-la faire. » Les yeux de Léocadie étaient complètement morts. Aucun d'eux ne s'en sortira indemne. « Gauthier, tu ne peux pas juste te débarrasser de moi. » Une voix stridente trancha soudainement dans le couloir. Les personnes qui sortirent de la salle de conférence s'arrêtèrent net. Bérénice Villeroy avait contourné la sécurité et dévalé le couloir. Son maquillage était intact, mais ses yeux étaient injectés de sang, sa poitrine se soulevait. Elle serrait son téléphone, les jointures blanches. L'assistante posée avait disparu, remplacée par une femme désespérée et acculée. Gauthier se retourna brusquement son visage, un masque de fureur absolue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ce que je fais ici ?» Bérénice laissa échapper un rire brisé et hystérique. « Je t'ai donné des années de ma vie, et maintenant tu dis « Attendez l'audit, tu essaies de me larguer ?» Les cadres et les actionnaires qui n'étaient pas encore partis tournèrent la tête. Tout le monde connaissait les rumeurs, mais que Bérénice le hurle dans le couloir de la direction arrachait la dernière once de dignité de la situation. Gauthier fit un pas en avant, sa voix un sifflement létal. « Tais-toi, ce n'est pas le lieu. Tu te comportes comme une folle. » Bérénice ne recula pas. « Gauthier, hier, tu m'as dit que si je jouais le jeu, l'acte de propriété du loft serait à mon nom. Tu m'as promis 5 millions d'euros d'indemnité de départ, et maintenant tu as perdu ton boulot et tu veux que je coule avec le navire. » Un halètement collectif résonna dans le couloir. Un actionnaire marmonna « Extorsion, incroyable !» La tempe de Gauthier battait. Il lui attrapa le bras. « Viens avec moi. »« Ne me touche pas !» Bérénice retira violemment son bras, son bracelet de créateur cliquetant contre sa montre. « Le loft dans le Marais, quand est-ce qu'il passe à mon nom et mon argent 5 millions, pas un centime de moins. » Le couloir devint complètement silencieux. Même les assistants administratifs s'arrêtèrent de marcher. Ce n'était plus une liaison amoureuse, c'était du racket. La mâchoire de Gauthier se serra si fort qu'elle sembla sur le point de se briser. « Tu vas nous détruire tous les deux. »« Tu nous as détruits !» hurla Bérénice des larmes de rage débordant. « J'ai les reçus d'hôtel Gauthier, j'ai les virements bancaires, je connais les approbations que tu as forcées. Si tu me baises, je vais tout déballer dans les échos, je te réduirai en cendres. » Gauthier perdit complètement le contrôle. Le PDG, calme et serein, avait disparu. Léocadie se tenait à quelques pas de là, tenant Cyprien. Elle ne cligna même pas des yeux. Cyprien posait sa tête sur son épaule, fixant d'un regard vide la femme qui hurlait, sa petite main agrippant le col de Léocadie. Léocadie lui tapotait doucement le dos, traçant une frontière silencieuse et impénétrable entre son enfant et le feu de poubelle qui explosait devant eux. « Notez tout ça », murmura Léocadie à l'avocat. « Extorsion, chantage, aveu d'adultère. »« C'est fait », opina l'avocat prenant des notes rapidement. Gauthier vibrait de rage. « Nous parlerons de l'argent et du loft en privé. »« Qu'y a-t-il à dire ?» hurla Bérénice, pointant un doigt tremblant vers lui. « Tu n'as plus aucun pouvoir, tu es audité, tu m'avais promis que tu la quitterais, tu m'avais promis que je serais la prochaine Madame de Lussac. » Les visages des cadres restants passèrent du choc au dégoût pur, alors elle était vraiment allée à la maison pour exiger un divorce. Les yeux de Gauthier fusèrent à travers le couloir, réalisant qu'il n'avait pas seulement perdu l'entreprise, il avait perdu sa réputation de manière permanente. Tout le monde le voyait pour l'escroc pathétique et manipulé qu'il était. Léocadie inclina simplement le menton, incluait son identité, ses demandes et ses menaces dans les dépôts supplémentaires. Juste à ce moment, le DRH sortit d'une porte latérale tenant une pile de papiers de licenciement.
Il marcha droit vers Gauthier, ignorant la scène de ménage hurlante. « Monsieur de Lussac, le mandat du Conseil est actif. Votre accès exécutif, vos comptes d'entreprise et votre autorité de signature sont révoqués avec effet immédiat. Veuillez rendre votre badge. » Le visage de Bérénice devint blanc comme un linge. « Et moi, et mon loft ?» Gauthier la regarda, les yeux morts, emplis d'une haine froide et terrifiante. La femme pour qui il avait tout risqué lui mettait maintenant publiquement un couteau sous la gorge. À partir de cette seconde, dit Gauthier, sa voix tombant dans un vide glacial, « tu n'es plus rien pour moi. » Bérénice se figea. Quoi? Gauthier se tourna vers le DRH. Procéder à son licenciement immédiatement, révoquer son accès au bâtiment, geler ses cartes d'entreprise, je ne veux plus jamais entendre son nom. Bérénice explosa. Gauthier, tu es un psychopathe. Tu crois que tu peux juste me couper les vivres. Tu voulais jouer dur. Gauthier ricana, lui tournant le dos. Essaie. Il remit son badge au RH et marcha vers les ascenseurs, la laissant en plan au milieu du couloir. Bérénice courut après lui, ses talons résonnant frénétiquement. « Gauthier, tu m'avais promis. Tu as dit que quand elle ne voudrait plus de toi, j'aurais tout. » Gauthier entra dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent coupant court à ses hurlements. Bérénice resta seule dans le couloir, haletante, le visage vidé de son sang. Les cadres environnants la regardèrent comme si elle était un rat malade. Un représentant des RH s'approcha d'elle, lui tendant une boîte. « Mademoiselle Villeroy, allons vider votre bureau. La sécurité va vous raccompagner à la sortie. » Une demi-heure plus tard, Léocadie était assise dans une petite salle de conférence avec son avocat. Les cris dans le couloir s'étaient estompés. « Le timing de la plainte est parfait, » dit l'avocat faisant glisser les papiers sur la table. « Il est dépouillé de tout pouvoir. L'audit est actif, l'opinion publique et celle de l'entreprise sont entièrement de notre côté. Divorce, gel des avoirs et dommages et intérêts civils pour Cyprien. Nous déposons maintenant. » Déposez-les, dit Léocadie en prenant le stylo. Sa signature était élégante et impitoyable. Le trait final traversa la page comme une épée tranchant le dernier lien d'un mariage mort. Dehors, dans le parking souterrain, Gauthier rattrapa la voiture de Léocadie juste au moment où elle attachait Cyprien. Il avait l'air misérable. Cravate défaite, cheveux en désordre. Léocadie attend, supplia-t-il, pressant sa main contre la vitre alors qu'elle la baissait à moitié. Parlons en privé. Retire la plainte. C'est mauvais pour Cyprien. C'est mauvais pour les actions. J'ai coupé les ponts avec Bérénice. J'étais juste confus. C'était une erreur. Une erreur. Léocadie répéta le mot, sa voix comme de la cendre. Je sais que j'avais tort, mais ne bloque pas toutes les issues. Tu veux vraiment que Cyprien grandisse au milieu d'un cirque médiatique? Léocadie le dévisagea. Quand tu l'as protégé, tu savais que la marque de main sur son visage était réelle. Quand tu lui as acheté des bijoux avec les fonds conjugaux, tu savais que ta trahison était réelle. Gauthier, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus qu'à mon avocat. Elle remonta la vitre. La main de Gauthier glissa sur le verre. Alors que le SUV sortait du garage, Bérénice Villeroy arriva en courant le long de la rampe, hurlant « Gauthier, mon argent, tu ne peux pas me laisser sans rien ». Gauthier ne regarda pas la voiture s'enfuir. Il se retourna pour faire face à sa maîtresse hurlante, piégée entre les décombres de sa famille et le monstre qu'il avait créé. Dans les jours qui suivirent, la vie de Bérénice Villeroy se désintégra. Les RH avaient gelé ses comptes. Gauthier avait bloqué son numéro. Le chèque de loyer de son appartement de luxe fut rejeté. Les sociétés de cartes de crédit la harcelaient quotidiennement. Elle postula pour des emplois, mais la vidéo d'elle hurlant pour un paiement de 5 millions d'euros dans le couloir du consortium Lussac avait fuité dans les groupes de discussion d'entreprise à travers tout Paris. Les chasseurs de tête refusaient de la toucher. « Tu es un passif !» lui dit une ancienne amie avant de raccrocher. Une semaine plus tard, Bérénice traîna une valise bon marché hors d'un complexe d'appartements miteux, loin dans la grande banlieue parisienne. Le vent hurlait, faisant cliqueter les roulettes de ses bagages. Deux voisins chuchotèrent sur son passage « Ce n'est pas la maîtresse du PDG, celle qui a giflé un gamin pour essayer de devenir la femme. » Bérénice serra la poignée de sa valise, les jointures blanches, et monta dans une camionnette de covoiturage bon marché, laissant l'horizon de la vie qu'elle croyait posséder loin derrière elle. Gauthier ne s'en sortit pas mieux, l'audit révéla des irrégularités massives, le consortium Lussac exigea la restitution totale des fonds détournés, le tribunal des divorces, citant une faute conjugale extrême et la dissipation des avoirs, attribua à Léocadie la part du lion de leur patrimoine. Les amis de Gauthier, dans le monde des affaires, cessèrent de retourner ses appels. La souillure du scandale le rendait radioactif.
Une nuit glaciale. Gauthier conduisit jusqu'à l'immeuble de Léocadie dans le 8e arrondissement. Il se tint à l'extérieur du portail de sécurité et sonna à l'interphone. Lorsque la caméra s'activa, le visage de Léocadie apparut sur l'écran calme et indifférent. « Léocadie, je t'en supplie. » Gauthier avait l'air brisé. « Je sais que j'ai été un monstre. Je te donnerai tout. Les parts, les maisons, retire juste la plainte. Donne-moi une dernière chance. Laisse-moi voir Cyprien. » Léocadie ne cligna pas des yeux. « Tu veux savoir comment Cyprien a réagi quand il a entendu ta voix ? Il s'est caché derrière moi. » Gauthier suffoqua. « Je me rattraperai. Je resterai hors de la maison. Je ferai n'importe quoi. » Tu ne supplies pas parce que nous te manquons, Gauthier. Tu supplies parce que le conseil t'a viré et que les auditeurs te mettent sur la paille. Tu pensais que tu aurais toujours un filet de sécurité. Léocadie se pencha plus près de l'interphone. Tu n'en as pas. Léocadie, s'il te plaît, mon avocat te contactera concernant les paiements de restitution pour la thérapie de Cyprien. Elle coupa la transmission. Gauthier se retrouva seul dans le vent glacial de Paris fixant un écran vide. Il frappa contre le portail, mais seul le bruit sourd et creux du métal lui répondit. Quelques semaines plus tard, le remaniement corporatif au sein du consortium Lussac était terminé. Léocadie prit la place qui lui revenait de droit en tant que force motrice de la nouvelle stratégie du conseil d'administration de l'entreprise. Dans une salle de réunion haut de gamme, elle était assise face à Valère Beaumarchais, un éminent investisseur en capital risque qui était intervenu pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement pendant la transition. Valère était vif, respectueux et ne franchissait jamais les limites. Il fit glisser un contrat finalisé sur la table. Les canaux de distribution de secours sont sécurisés. Vous n'aurez aucun retard. Merci, dit Léocadie en signant le document. Vous nous avez épargné bien des obstacles. Pas pour l'entreprise, dit doucement Valère, ses yeux rencontrant les siens, pour épargner à quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant des ennuis un peu inutiles. Léocadie marqua une pause le regardant et lui adressa un léger hochement de tête authentique. Ce soir-là, la voiture de Léocadie se gara devant l'école privée de Cyprien dans le 6e arrondissement de Paris. Cyprien sortit en courant, agitant un petit certificat. « Maman, j'ai gagné le concours de puzzle. » Valère, qui l'avait reconduite après une réunion conjointe, sortit et leur ouvrit la porte. Il sourit au garçon. « Je t'avais bien dit que de t'entraîner paierait ?» Cyprien rayonna, attrapant la main de Léocadie. De l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre d'un lampadaire mourant, Gauthier de Lussac observait. Il vit la dynamique chaleureuse et facile, il vit son fils rire, il vit la femme qui avait bâti son empire se tenir droite, semblant vibrante et pleine de vie. Et il vit un autre homme leur tenir la porte. Gauthier fit un pas en avant, mais ses pieds semblaient peser 1 tonne. Il n'avait plus rien à offrir. Il était un fantôme regardant par la fenêtre une vie qu'il avait réduite en cendres. La voiture s'éloigna ses feux arrière, disparaissant dans la nuit parisienne. Léocadie ne regarda pas en arrière dans le rétroviseur. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie allait de l'avant et le passé était enfin et de façon permanente laissé derrière elle avec une certitude absolue.